Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les aspects juridiques du droit des affaires. Nous allons commencer par parler des aspects juridiques entourant la responsabilité de se lancer en affaires. Donc, évidemment, vous avez des droits et des obligations en tant qu'entreprise qui va œuvrer au Québec. Donc, l'aspect juridique, même si c'est très court dans le plan d'affaires, donc la section 1.5 est très, très court à écrire dans un plan d'affaires, il reste que beaucoup de travail qui se font en amont des enregistrements juridiques que vous devez faire et beaucoup de règles et règlements qu'il faut comprendre pour faciliter vos transactions au Québec. Donc, il faut comprendre une chose par rapport à cette présentation, c'est que cette présentation expose les grandes lignes des aspects juridiques en affaires. Elle ne présente qu'un aspect managérial du droit des affaires. Donc, elle ne constitue pas un exposé juridique ou une opinion d'un avocat. Elle ne présente que des éléments d'affaires et des recommandations générales selon mes expériences au cours de mon passage au gouvernement du Québec. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est ce que je vous suis en train de vous exposer. Ce sont les aspects managériels des affaires. OK? Donc, ce sont des recommandations que je vous ferai à l'extérieur d'un aspect juridique. Donc, un avocat, si vous allez voir un avocat, il va vous dire, ben là, il faut que tu regardes le registre des entreprises et puis quelles conditions vous allez faire. Vous allez voir, moi, je vais vous exposer un élément précédent la recherche au registre des entreprises du Québec, qui est l'aspect légal. Pourquoi je vais vous exposer ça? Parce qu'il y a des démarches préalablement efficaces, préalablement essentielles, à aller voir avant d'aller voir l'aspect juridique que je vais vous exposer au cours de cette formation. Donc, la première chose que vous devez regarder avant de regarder l'aspect juridique le plus froidement possible, c'est de faire une recherche de nom commercial sur le web. OK? Et faire une recherche sur le web afin de trouver des concurrents ou des noms correspondants. Donc, pourquoi je vous demande de faire ça au niveau de la recherche par Google? C'est que ce que ça va vous permettre d'aller voir, c'est comment ça se déroule dans les affaires concernant le nom que vous voulez choisir. Le nom que vous allez choisir, c'est ce nom-là, souvent, qu'on vous allez écrire beaucoup plus petit sur votre adresse de HTTPS, etc., www, etc., votre nom de domaine, comme on appelle. Pourquoi vous avez besoin de regarder ça avant? Parce que si vous avez un nom qui ressemble trop à un autre et que l'entreprise est là depuis des années, bien, Google va vous favoriser l'entreprise qui est là depuis des années au détriment de vous. Donc, c'est bon d'aller regarder tous les aspects commerciaux sur votre nom de domaine avant d'aller choisir votre nom pour vous donner une idée comment ça se déroule. OK? Donc, si je prends l'entreprise que j'ai, qui est le groupe Conseil Larouche et Associés, si vous dites, moi, je vais aller chercher le nom de domaine groupe Conseil Larouche et Associés, ça fait excessivement long. Donc, ce nom-là est beaucoup trop long, donc il faut trouver un raccourci qui correspondrait à un nom commercial qui est le fun sur le web. Alors, tout au long de ce cours, vous allez voir pourquoi moi, j'ai fini par choisir gclarouche.com, qui est le nom du site web. Donc, je vous recommande à peu près les mêmes choses tout au long de la présentation qui vont vous faire comprendre qu'au préalable, c'est intéressant pour se faire une idée
de faire une recherche sur le web avant de décider d'un nom commercial. Donc, il faut faire aussi une recherche dans les répertoires de réservés à nom de domaine, comme je viens de vous dire. Donc, je vous en laisse quelques-uns dans les PowerPoint qui vont précéder, GoDaddy, entre autres. Pourquoi on fait ça? Parce que vous allez vous apercevoir que on aurait pu écrire groupe C Larouche, groupe conseil Larouche. Donc, la réservation de nom va voir ce qui est proposé pour être en mesure, après ça, de faire une réservation de votre propre nom. Donc, nom de domaine vous allez voir s'il est réservé ou non. Donc, là, je vous donnais GoDaddy. Il y a Wix.com qui aussi va réserver votre nom de domaine. J'avais un port direct encore. Vous en avez un bon paquet d'entreprises pour réserver votre nom de domaine. Donc, magasinez et regardez ce qui ferait le plus votre affaire. La seule chose que je vais vous dire, OK? Quand vous vous mettez à chercher un nom, il y a des engins de recherche qui se mettent en branle, ou si, mettons, vous faites une recherche de nom pour 9,99, 2 ou 3 semaines plus tard, vous dites, OK, je vais réserver mon nom. Ça se peut que ça ne soit plus 9,99, mais ça soit rendu à 30, 40 $ par année. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui vont voir que votre nom de domaine est recherché, donc ça va augmenter les frais. Donc, il faut raccourcir la recherche de votre nom de domaine avec votre propre choix. OK? Aussi, tantôt, vous avez vu Wix, vous avez vu votre site.ca. Souvent, ou GoDaddy, ils vont dire, OK, on va réserver votre nom de domaine à 9,99, mais à condition que vous faites votre site web chez nous. Donc, des fois, ils vont relier votre nom de domaine que vous allez prendre chez eux avec le fait de faire leur site web, votre site web chez eux. Donc, faites attention à ça. Faites une recherche pour voir le nom le plus intéressant qui se collerait le plus à votre business. Donc, je vais vous donner 10 astuces pour choisir un bon nom de domaine. OK? La première astuce, c'est d'inclure votre marque dans votre domaine. Donc, c'est important que le nom soit capable de se retrouver dans votre nom d'entreprise. Encore là, je vais prendre le mien. Groupe Conseil Larouche, je donne des conseils. Donc, à l'intérieur de mon nom de domaine, on est capable de retrouver rapidement conseil. OK? Donc, ça permet à une personne, dès le premier instant, de voir que c'est une entreprise qui donne des conseils. Quelle sorte de conseils? On ne le sait pas. C'est un groupe, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais conseil, ça dit qu'on donne des conseils. Donc, ça va vous aider à rendre votre domaine mémorable, tout en le gardant simple et clair. Donc, on est capable de mémoriser facilement que Daniel Larouche ou Groupe Conseil Larouche donne des conseils. Donc, deuxième élément d'astuce, rendez-le intuitif et descriptif. Donc, en reflétant clairement ce qu'est votre entreprise et en le rendant facile à taper. Vous pouvez le faire en cliquant des mots-clés utiles que les gens utilisent lorsqu'ils cherchent des sites web comme le vôtre. Donc, différentes entreprises, vous pourriez taper des noms d'entreprises qui s'apparentent à votre type d'entreprise pour voir qu'est-ce qui sort et ça va vous permettre en même temps de voir aussi ceux des concurrents. Si vous dites, moi, je suis une entreprise spécialisée dans l'artisanat ou spécialisée dans l'artisanat pour des petites sculptures, bien, vous les écrivez sculpture, culture avec votre nom, culture Saint-Jérôme ou culture Gauthier. Donc, culture Gauthier, vous allez voir ce qu'il fait. Fouillez, puis regardez ce que Google vous sort pour être en mesure, ou les concurrents, pour être en mesure de vous démarquer des autres. OK? Troisième, ben, on vise d'abord le CA ou le .com. C'est sûr que si vous visez le .ca, ben, c'est une entreprise plus canadienne. OK? Donc, l'extension CA est bon pour les consommateurs canadiens, tandis que le .com est l'option la plus populaire dans le monde. Donc, le .com, c'est celui qui est plutôt générique à travers
le monde entier. Donc, nous vous recommandons d'essayer de sécuriser ces deux éléments le cas échéant. Bien évidemment, aujourd'hui, quand on fait un site web, on le fait sécuriser, qu'on appelle HTTPS, qui est sécurisé. Et en bout de ligne, c'est le .com qui est à la fin, donc, ou le .ca. Donc, faites votre choix et je vous recommande un ou l'autre et c'est à vous de choisir. Mais le .ca pour le Canada et le .com aussi est favorisé. Faites court, mais pas trop long. Donc, ça m'est arrivé souvent que j'avais des étudiants qui disaient, mon nom, c'est Martin Gauthier, comptable généraux agréés. Puis, il avait enregistré ce mot-là qui était excessivement long et il avait mis .com à la fin. Donc, c'est beaucoup trop long. Essayez de raccourcir votre nom de domaine pour permettre de retrouver rapidement votre entreprise. J'aurais pu choisir, moi, c'est GC Larouche, j'aurais pu choisir G Conseil Larouche. Donc, on sait que les mots-clés dans mon nom, c'est Conseil, qui est aussi Larouche, que je vais vous exposer tantôt quand vous utilisez votre propre nom à des fins commerciales. Donc, essayez de trouver quelque chose court, visez moins de 20 caractères, OK? Et faites attention aussi avec la façon que vous allez l'orthographier, OK? Donc, faire attention de bien orthographier vos choses que vous voulez commercialiser, OK? Mais évitez d'utiliser des abréviations ou de l'argot qui rendent votre domaine plus difficile à épeler. Donc, essayez de faire attention quand vous raccourcissez. Ne raccourcissez pas de n'importe comment. Essayez de voir si l'argot, quelque chose qui veut dire autre chose si vous rapetissez. Donc, il faut regarder de ce côté-là. Envisagez un domaine bilingue ou deux domaines si vous servez les clients en français et en anglais. Vous pourriez avoir deux noms de domaine bien différents qui vous ramènent à votre adresse d'entreprise, votre adresse de nom de domaine, à la même adresse. Donc, vous pourriez avoir ça. Donc, si vous dites, moi, je vais avoir deux sites web qui vont me ramener sur cette page-là, vous pourriez réserver deux noms de domaine, mais qu'il y en a un qui est vraiment l'utilisation de votre site web central. Donc, séparer votre site web en deux domaines en fonction de la langue peut améliorer l'expérience globale de vos visiteurs. Donc, vous pourriez avoir deux sites web, deux noms de domaine similaires, un en français et un en anglais, qui fait que ça améliore les visites sur votre site web. Sixième astuce, soyez créatif avec les extensions de domaine, telles que .art, .ninja, .guru, .tech. Il y a 400 et plus abréviations. Donc, ça peut vous aider si vous êtes dans le domaine des arts, vous êtes dans le domaine particulier. Vous dites, mais moi, je vais regarder mes concurrents, comment ils se démarquent. Est-ce que mes concurrents sont tous dans le .art, dans le domaine des arts, ou dans un domaine X? Vous décidez d'avoir l'abréviation qui correspond le plus à votre activité commerciale. C'est ça, évidemment, à regarder avant d'enregistrer votre nom. Vous remarquez que les disponibilités des domaines augmentent considérablement lorsque vous cherchez au-delà des extensions de domaines traditionnels. Donc, quand vous cherchez au-delà des domaines traditionnels, c'est possible que l'achalandage, la demande soit plus importante. Faciliter la prononciation en évitant les traits d'union, l'argot ou les chiffres. Alors, si vous utilisez des numéros, envisagez d'enregistrer à la fois le numéro et la version du texte de votre domaine. Alors, je vous donne un exemple, top 10 list et top 10 list qui est écrit en chiffres. Donc, ça vous permet d'enregistrer deux noms de domaine et d'avoir ces deux noms-là qui sont réadressés sur votre site web qui s'appellerait probablement top 10 avec le chiffre list.ca. Donc, ça vous permet de faire un réadressage sur le site web qui vous appartient. Donc, c'est des choses à regarder. Huitième, cibler localement et en ajoutant la ville, la région ou la province. Donc, ça pourrait dire service comptable Saint-Jérôme, service comptable Daniel Gauthier Saint-Jérôme.
Donc, cela aidera les gens à savoir immédiatement quelle région vous desservez et pourrait en accroître la pertinence. Donc, c'est sûr que si je vous dis que c'est un service comptable que j'offre pour la ville de Saint-Jérôme ou les arrondissements, ou Lanaudière, ou des Laurentides, service comptable des Laurentides pour grossir votre territoire, c'est tout à fait pertinent si vous dites, moi, je n'irai pas au-delà de cette région-là. Même si vous faites affaire, puis votre nom s'appelle des Laurentides, bien, il y a quelqu'un de Sherbrooke qui peut faire affaire avec vous pareil. Sauf que ça détermine que vous êtes plus actif dans une région ou une autre. Alors, c'est pour ça que le nom pourrait être intéressant. C'est quelque chose à regarder, c'est quelque chose à penser. Mais si vous dites, moi, je veux faire affaire avec l'exportation, on s'entend bien que des Laurentides, ça ne veut pas dire grand-chose ou quelqu'un qui vient du Texas ou quelqu'un qui vient de la Californie, là. Donc, c'est à vous à décider si vous mettez de l'avant ce nom commercial qui est relié à votre région. 9e astuce, éviter d'utiliser les marques de commerce d'une autre entreprise. Donc, faire attention avec les marques de commerce, je vais vous en parler dans quelques pages. Donc, faites attention quand vous utilisez les marques de commerce où vous pourriez finir par devoir abandonner votre nom de domaine et recommencer le processus, ou pire encore, avoir une bataille juridique avec une société beaucoup plus grande. Je vais vous en sortir un exemple dans quelques PowerPoint. Vous allez voir que ce n'est pas intéressant quand vous commencez à dire, moi, je vais concurrencer l'entreprise. Coca-Cola, au début du site web, au début du web, il y avait quelqu'un qui avait enregistré, il était wise, il dit, moi, je vais enregistrer Coca-Cola. Donc, il y a eu une bataille juridique entre un monsieur qui était dans son sous-sol, qui avait réservé le nom coca-cola.com, et il y avait l'industrie Coke qui dit, bien, moi, ça fait 50 ans, je ne sais pas combien d'années, qu'on est là-dessus, on est un breuvage. L'autre, il n'y avait pas intérêt pécunier relié au Coca-Cola, sauf la réservation du nom pour pouvoir transiger. Donc, Coke a réussi à aller chercher son nom de domaine, mais il a fallu passer en cours pour dire, gars, toi, tu n'as pas l'intention de vendre du Coke, donc tu devrais nous laisser ça à nous. Donc, voyez-vous, il y a un domaine juridique là-dedans qui rentre en ligne de compte. Est-ce que vous voulez embarquer dans une bataille juridique, oui ou non? C'est pour ça qu'il faut faire attention avec les marques de commerce que vous voulez utiliser. Mais tout au long de la présentation, vous allez voir, je vais vous en donner plusieurs trucs. Protégez votre marque en enregistrant votre domaine dans toutes les extensions populaires. OK? Donc, toutes les extensions .com, .ca, vous pourriez faire ça. C'est un choix aussi. Les fautes d'orthographe, les fautes d'orthographe possibles, faire attention avec ça. Donc, vous pourriez dire, mais moi, mon entreprise s'appelle Technigaz, etc. Vous pourriez enregistrer votre nom de domaine avec une faute qui permet à quelqu'un qui l'écrit non correctement de s'en aller sur votre site écrit correctement. OK? Les orthographes alternatives courantes et les variantes français, assurez-vous que ces éléments-là sont toujours respectés. OK? Donc, pourquoi il faut que ça soit toujours respecté? Parce que, attention avec les fautes d'orthographe, vous avez l'habitude de faire les corrections. Donc, j'ai un ancien étudiant qui, lui, avait écrit son nom d'entreprise avec une faute. Bien, moi, je vais me démarquer d'une entreprise plus forte qui a un nom de domaine sans faute d'orthographe et au lieu d'écrire telle lettre, je vais écrire telle lettre, mais ça veut dire la même chose. Alors, ce qui arrivait, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un faisait une recherche sur Google avec le nom du client, bien, c'est tout le temps le concurrent qui sortait et le site web du nouvelle personne sur le marché sortait jamais à cause qu'il était écrit avec une faute d'orthographe. Donc, faites attention à ça. Alors, votre site risque de ne jamais sortir avec une recherche de nom. Donc, si on n'écrit pas le nom avec la faute d'orthographe parfaitement, votre nom ne sortira pas. Donc, faites attention avec les fautes d'orthographe si vous avez l'intention d'écrire avec des fautes d'orthographe ou d'écrire des noms antiques ou latins, ou j'ai vu ça latin ou grec. Alors, faites attention quand vous utilisez ça. Quand vous utilisez un mot grec, souvent, quand vous faites une recherche sur Google, vous vous retrouvez dans des espaces pour la Grèce ou pour l'Italie, si c'est pour l'Italie. Donc, faire attention avec
des mots qui ne correspondent pas nécessairement à la langue française, vous allez vous retrouver avec des recherches qui se font en Italie ou dans le domaine ou en latin ou des peuples qui cherchent vraiment en latin. Donc, il faut juste, je ne dis pas de ne pas le faire, mais il faut y réfléchir et on ne choisit pas son nom de domaine à l'aveuglette ou rapidement ou sur un coin de table. Il faut le réfléchir et choisir ce qui fait le mieux pour vous permettre de faire grandir votre entreprise. Donc, le premier conseil que je vais vous donner, OK? Donc, avant d'aller chercher au registraire des entreprises du Québec, évidemment, c'est là où vous vous enregistrez, c'est www.registreentreprise.gouv.qc.ca, c'est de faire une réservation de nom. OK? Faire la réservation de nom, demander une réservation de nom, comme vous venez de voir, c'est quand même un choix logique. OK? C'est optionnel. Donc, faire une réservation de nom pour 22 $ est optionnel, mais plus sécuritaire, c'est à votre discrétion. Ce n'est pas obligatoire. Mais je vais vous donner 2 cas. Vous avez permettre de valider l'utilisation de votre nom sans compromettre un nom similaire. Il est arrivé une controverse avec le mot Oasis. Donc, vous connaissez tous les jus, tout le monde les jus, la sonde Oasis. Alors, vous avez des jus Oasis. Il y avait une petite entreprise en démarrage dans l'industrie artisanale, le savon, les parfums, des choses comme ça, qui avait enregistré Olivia Oasis. Quand la fille, son entreprise commençait à prendre de l'ampleur, ça a dérangé la sonde Oasis, où il y a eu une poursuite judiciaire, Samson contre Goliath, et la sonde a poursuivi la fille au niveau artisanal pour ses savons parce qu'elle utilisait le mot Oasis. Imaginez-vous donc que c'est la sonde, le gros joueur, qui a perdu et qui est obligé de rembourser Olivia Oasis. Et par la suite, la sonde est arrivée avec une entente extra-juridique qui permettait à l'entreprise d'arriver avec savon artisanal. Vous pourriez lire l'article de Mme Chantal Desjardins qui vous expose cet élément-là. Mais le but de pourquoi je vous dis ça, c'est de comprendre que si elle avait fait une demande de réservation de nom avec le nom Oasis, c'est possible que le registre des entreprises du Québec vous dise non, vous ne pouvez pas l'utiliser. Ou qu'ils vous disent oui, vous pouvez l'utiliser. Vous savez que si vous avez une note au registre des entreprises qui vous dit on vous donne l'autorisation d'utiliser ce nom-là, c'est comme la bénédiction papale, si vous voulez, vous pouvez utiliser ce nom-là. Alors, à ce moment-là, quand tu arrives en cours, tu es capable de dire au registre des entreprises du Québec, en 2020, on m'a donné l'autorisation d'utiliser ce nom-là. Donc, quand vous arrivez en cours, vous pouvez dire que c'est le gouvernement du Québec qui vous a donné une autorisation. À ce moment-là, ça vous donne une force légale. Pour Olivia Oasis, je ne sais pas si elle a demandé ou pas, vous pourriez lire l'article, mais ça vous permet de voir, d'avoir une validation gouvernementale sur l'utilisation de votre nom. Il y a un autre élément aussi pour une réservation de nom. C'est qu'elle permet de savoir si on respecte la charte de la langue française. Ça arrive souvent que les gens décident de mettre un nom un peu anglophone parce que ça sonne bien, ça sonne plutôt affaires, etc. La personne décide de mettre un mot anglophone à l'intérieur de son nom d'entreprise. Ça, il faut faire attention à ça. Ça se peut qu'on vous dise non, vous n'avez pas le droit d'utiliser ça parce que c'est plutôt en anglais, donc il faut l'utiliser en français. Tout à l'heure, dans quelques pages, je vais vous exposer comment vous pouvez faire ça. Vous pourriez avoir un nom plus connotation anglaise, mais votre nom d'entreprise, le rester en français avec la charte de la langue française. Je vais vous l'expliquer tantôt, parce qu'il faut faire la distinction entre 2 choses. Les valeurs commerciales reliées à tout le marketing et la publicité de votre entreprise et l'élément juridique, légal entourant le nom de votre entreprise.
Donc, si quelques choix au niveau de l'entreprise individuelle, donc une des premières structures que vous pouvez choisir, qui est vraiment une entreprise individuelle ou travailleur autonome. OK? Dans la réservation de nom, vous pourriez, l'utilisation de votre nom personnel est une bonne idée car elle vous permet de jumeler les réseaux sociaux à votre nom. Dans les prochains cours, je vais vous exposer des éléments de valeur de réseaux sociaux. Donc, je reviens à mon nom d'entreprise, Groupe Conseil Larouche et Associés. Donc, ça permet d'aller chercher de l'information. Ah, je ne me souviens plus de l'entreprise de Daniel, mais je sais qu'il s'appelle Larouche. Je vais chercher sur le web je vais chercher Larouche. Alors, quand vous êtes sur le web et vous cherchez Larouche, c'est plus facile de trouver, ah, Daniel Larouche, j'ai son site web, ah, j'ai gardé ça, j'ai aussi son Facebook, j'ai aussi son LinkedIn, etc. Donc, en utilisant votre nom personnel, ça vous permet de vendre plus votre entreprise parce que les gens retiennent les noms. OK? Donc, ça, c'est une bonne idée car souvent, quand vous utilisez votre nom personnel, la réservation de nom se fait plus facilement. Donc, je répète, quand vous utilisez votre nom lorsque vous enregistrez votre entreprise au registre des entreprises du Québec, ça vous favorise parce que vous avez utilisé votre nom personnel à l'intérieur de votre nom commercial. Alors, je fais un petit aparté de ce qu'on vient de voir. Si votre nom de domaine est relié à votre nom, comme moi, c'est Larouche, ben là, je suis doublement gagnant. OK? Non seulement je l'ai dans mon nom de domaine, je l'ai également dans mon nom, et en plus, les réseaux sociaux sont plus capables de chercher mon entreprise parce qu'à un moment donné, ils disent c'est Daniel Larouche, mais c'est quoi son site web? Ils écrivent Daniel Larouche, et deuxième ou troisième, ils tombent sur le site web. Donc, il faut penser commercial et jumeler le commercial avec le légal. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est pour ça que je commence à vous parler du nom de domaine, qui est un élément marketing, un élément management et pas un élément juridique. OK? Et si vous êtes capable de marier les éléments juridiques avec ces faits-là, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, vous êtes gagnant. Donc, c'est la même chose pour une entreprise Inc. Donc, l'utilisation de votre nom personnel est une bonne idée. Donc, moi, j'ai le groupe Conseil Larouche et Associés, qui est une entreprise, société en nom collectif. Antérieurement, j'ai déjà eu groupe Conseil Larouche et Associés Inc. INC. Voyez-vous, je peux jumeler autant une entreprise individuelle qu'une entreprise Inc. ou une société en nom collectif à mon propre nom personnel. Donc, je profite de tout mon réseau social en arrière de moi qui pousse mon nom vers l'avant. Donc, l'utilisation de votre nom personnel est une bonne idée car souvent, votre nom personnel peut dépasser votre commercialisation professionnelle. Et si vous dites, moi, je ne suis pas sûr du nom, je ne veux pas vraiment mettre mon nom de l'avant, vous pourriez utiliser seulement votre numéro d'entreprise. Donc, si vous dites, moi, si je veux respecter la charte de la langue française, ça va être un petit peu difficile. Donc, vous pourriez avoir plutôt un numéro d'entreprise et utiliser dans autre nom d'autres noms. Quand vous allez vous enregistrer au registre des entreprises, vous avez votre nom légal et à la fin, vous avez autre nom utilisé. Vous pourriez utiliser autre nom pour mettre de l'avant ces noms-là pour point de vue commercial. OK? Donc, distinguer toute la valeur commerciale d'une entreprise, oui, mais votre autre nom utilisé vous permet aussi de vendre sur ce nom-là. Vous pourriez faire ça. Donc, faire le choix juridique, l'immatriculation vise à regrouper dans le registre des entreprises les informations relatives aux entreprises et aux personnes faisant des affaires au Québec. Donc, que vous soyez une entreprise individuelle, travailleur autonome ou une entreprise incorporée, l'immatriculer, aller au registre des entreprises du Québec, bien, ça démontre que vous faites affaire au Québec. Donc, je vous recommande de vous compléter ces informations. Donc, ces informations sont essentielles aux citoyens, aux partenaires d'affaires, aux organismes gouvernementaux ayant entendu avec elles,
et également aux institutions financières. Vous voulez ouvrir un compte bancaire, mais vous n'êtes pas enregistré au registre des entreprises du Québec, la banque va vous dire non, je garde ton compte personnel, c'est tout. Mais vous voulez gérer votre business, même comme travailleur autonome, différemment de votre situation personnelle, pour une raison personnelle, ben, vous avez le droit d'ouvrir un compte à faire, mais ils vont vous demander votre numéro d'entreprise. Donc, lors d'immatriculation d'une entreprise, le registraire lui attribue un numéro d'entreprise qu'on appelle le NEQ. Donc, l'entreprise se sert notamment de son NEQ pour s'identifier auprès du registraire qu'auprès d'autres organismes gouvernementaux ou auprès d'une institution financière. Donc, le NEQ, c'est un numéro attribué à votre entreprise pour permettre d'ouvrir des comptes, faire affaire avec le gouvernement ou faire affaire avec des partenaires. Donc, vous avez avantage de vous inscrire. Donc, le coût pour une entreprise individuelle, vous voyez, c'est inscrit sur le registre des entreprises du Québec. Vous voyez très bien que j'ai copié la page du coût. Pour une entreprise individuelle, qui est une personne physique, qui est une personne humaine, physique, et c'est 36 $. OK? Donc, ce n'est pas quelque chose qui coûte cher. C'est 36 $, très facile à compléter. Moi, ce que je recommande, c'est de prendre le téléphone et de le faire avec un agent au registre des entreprises du Québec qui va vous accompagner pour le compléter. Donc, le service est excellent. Tous mes étudiants depuis les 10 dernières années qui ont utilisé le service du registre des entreprises du Québec ont toujours été très bien servis. Donc, ça serait étonnant là, que pour vous, par malheur, vous seriez mal servi. Moi, j'ai toujours été très bien servi et mes étudiants également. Donc, ont été très bien servis. Pour une entreprise incorporée, c'est un petit peu plus cher. Donc, une personne morale à but lucratif, c'est 343 $ pour l'enregistrement. C'est des choses que vous pouvez faire. Vous pouvez être accompagné. Quand j'ai incorporé mon entreprise il y a plusieurs années, j'étais allé au registre des entreprises du Québec qui était au centre-ville de Montréal, pas loin de la place des Arts, sur Saint-Urbain. Je suis allé à cette place-là. La personne m'a reçu. Il m'a dit, il ferme le guichet, viens avec moi, on va aller aux ordinateurs, puis on va rentrer ça ensemble. Donc, je l'ai fait avec un agent, un conseiller du registre des entreprises du Québec. J'ai complété ma fiche moi-même pour 343 $. C'est tout. Très bien accompagné, j'ai très bien complété, mais j'ai fait ça avec un fonctionnaire. D'autres, à l'intérieur de ce coût-là initial, lorsque vous le faites, vous avez aussi également des coûts reliés annuellement. Donc, pour une entreprise, une personne, un travailleur autonome, une entreprise individuelle, vous devez, évidemment, il y a des frais, des droits annuels à 36 $. Donc, à chaque année, vous payez ce 36 $. Pour une entreprise incorporée, vous voyez, il y a une charte, c'est marqué 92, 90, 88, 80. Donc, vous avez une charte, ce que ça vous coûte par année pour maintenir votre entreprise en vie. OK? On retourne rapidement sur travailleur autonome. Donc, entreprise individuelle, travailleur autonome, 36 $ que vous payez annuellement, mais quand vous faites votre demande initiale, ça vous coûte 36 $. Vous avez, pour les travailleurs autonomes, la notion d'activité au Québec. Donc, une entreprise exerce une activité ou exploite une entreprise au Québec dans l'une ou plusieurs des situations suivantes. Donc, elle possède une adresse au Québec. Elle ou son représentant possède un établissement ou un code postal au Québec. Elle ou son représentant dispose d'une ligne téléphonique au Québec. Elle ou son représentant accomplit un acte au Québec dans le but d'en tirer profit. Donc, tous ces critères-là, vous les avez. Vous pouvez vous enregistrer comme entreprise individuelle. Quand je dis vous pouvez, donc, je vais vous expliquer dans quelques pages c'est quoi au juste pourquoi vous pouvez.
Une personne physique qui exploite une entreprise sans avoir recours à une structure légale peut simplement choisir de s'immatriculer sous son nom de famille et son prénom. Vous pourriez dire, moi, je vais m'enregistrer au nom de Daniel Larouche ou Sylvie Francaire. OK? Ou pas du tout. Je vais vous exposer un petit cas d'exception. Donc, l'immatriculation est volontaire, sur une base volontaire, est possible, notamment pour les formes juridiques d'entreprise suivantes. Donc, vous êtes une entreprise individuelle, puis vous décidez de fonctionner sous votre propre nom, Sylvie Francaire. OK? Vous dites, moi, je ne veux pas m'enregistrer. C'est possible. Vous pourriez le faire. Mais ce que ça vous dit, c'est que pourquoi tu ne t'enregistres pas pour 36 $? OK? Donc, tu crées le questionnement sur quelqu'un qui dit, mais moi, j'aimerais faire affaire avec Sylvie Francaire, mais Sylvie Francaire, je ne la vois nulle part. Elle n'est pas enregistrée nulle part, ou elle n'a pas de page Facebook, elle n'a pas de site web. C'est qui Sylvie Francaire? Donc, si vous avez une référence, c'est sûr que vous allez dire, OK, moi, je la connais par référence, je vais faire affaire avec elle. Mais pourquoi elle n'est pas enregistrée au registre des entreprises? Tu te poses la question. Tu interroges ton client sur la valeur de Sylvie Francaire. Donc, l'avantage de l'immatriculation sur une base volontaire est qu'elle permet de rendre publique l'existence d'une entreprise ainsi que certaines informations la concernant. Je suis capable, en regardant le registre des entreprises du Québec, de voir Sylvie Francaire, d'écrire Sylvie Francaire et de savoir, quelle adresse elle habite, c'est qui, dans quel secteur d'activité elle œuvre. Donc, vous devez écrire, évidemment, le secteur d'activité lorsque vous vous enregistrez au registre des entreprises du Québec et de voir que, ben, elle veut m'aider dans l'aide aux devoirs, mais c'est une fille dans l'artisanat. Écoute, pourquoi qu'elle veut m'aider là-dedans? Voyez-vous, ça permet de valider la personne et de savoir qu'elle est enregistrée au registre des entreprises. Donc, les cas d'exception qui, sur une base volontaire, c'est exemple, une personne qui fait des travaux au bénéfice d'un ami. Donc, c'est quelqu'un, il dit, moi, je suis un ouvrier, je suis un salarié, puis je fais de l'électricité. Puis là, tout bonnement, je vais chez mes amis pendant l'été, je répare tout le sous-sol, tout le système électrique du sous-sol, puis je fais ça pour un ami. Vous n'avez pas besoin de vous enregistrer. Ce n'est pas nécessaire. N'allez pas vous embourber avec ça. Puis il va vous donner 5, 6, 7, 8 000, 10 000 même pour toutes les réparations qu'il va faire dans votre sous-sol. Ce n'est pas nécessaire de s'enregistrer. OK? Même si c'est pour 10 000 de donner 10 000 parce que l'ouvrage qui a été fait, il dit, bon, je vais te faire une offre de service à 10 000, je te rénove, tu as une partie de l'électricité dans ton sous-sol. OK? Donc, ça, c'est une base volontaire. Donc, aussi, elle n'a pas l'intention de faire ce travail à temps plein. Donc, comme je vous dis, c'est un salarié qui décide de faire ça à mi-temps. Donc, vous ne voulez pas partir de business. Vous ne voulez pas vous dire, mais moi, toutes les années, je vais devenir travailleur autonome, etc. Non, moi, c'est un petit sideline que je me fais chaque été. Je fais 5, 6, 7, 8 000 de contrats, pas plus. Donc, ce n'est pas nécessaire. Elle n'a pas l'intention de faire grandir son entreprise. Je n'ai pas de carte d'affaires, je n'ai pas de brochure, je n'ai pas de site web. Moi, je fonctionne avec mes amis, puis ça suffit. Si vous vous dites, mais moi, je veux commencer à avoir une carte d'affaires, un site web, un nom d'entreprise dans Facebook, donc une page entreprise dans Facebook, là, vous dites, écoute, là, j'ai l'intention de la grossir, j'ai l'intention que cette entreprise-là devienne de plus en plus grosse. Donc, là, si ça ne correspond pas à ça, vous êtes mieux de vous enregistrer. Donc, si vous ne voulez pas la faire grandir, le choix de ce travail n'est que temporaire, c'est juste temporaire, ce n'est pas obligatoire. OK? Sauf que si vous avez l'intention de faire de cette entreprise votre gagne-pain et de signer des contrats entre entités morales, vous dites, moi, là, je veux absolument signer des contrats officiels. Donc, vous faites affaire avec votre ami, mais vous dites, moi, je préfère avoir un contrat, je vais être sûr. Quand vous commencez à signer des contrats, vous commencez à être sérieux dans vos démarches, enregistrez-vous donc. Pourquoi? C'est que si vous avez entreprise NEQ par entreprise NEQ, même si vous êtes travailleur autonome, si le client ne paye pas,
vous êtes capable de dire que moi, mes clients, ce sont des Inc. Et à ce moment-là, les poursuites peuvent se faire et les compagnies de crédit vont dire, OK, parfait, compagnie de crédit, c'est une entreprise à entreprise. Dans ce moment-là, les compagnies de crédit vont facturer X montant. Si ce n'est pas un Inc. avec un numéro NEQ, les compagnies qui perçoivent les comptes vont vous facturer jusqu'à 60 de la facture. Donc, faites attention à qui vous faites affaire pour être en mesure de dire, vous percevez le compte où. Donc, si vous faites affaire avec Sylvie Francoeur, mais vous ne savez pas où ce qu'elle reste, ça part mal. Okay? Si elle part avec vos outils, oh oui, je m'en viens faire des réparations, par rapport avec votre coffre à outils, etc., c'est qui ça? Okay? Donc, c'est pour ça que ça montre la crédibilité de votre choix d'entreprise de vous enregistrer. Donc, la crédibilité de vos services en dépend. Une personne qui ne veut pas investir 36 pour obtenir un enregistrement n'a sûrement pas la crédibilité de signer des contrats. OK? Donc, c'est seulement 36 ce n'est pas une grosse somme. Au niveau de la perception, une personne non inscrite au registre des entreprises est comme un ouvrier sans permis. Vous pourriez dire, gars, parfait, je vais rechanger ma salle de bain. Puis, vous voyez quelqu'un qui a un camion, dit, hey, venez donc chez nous faire des rénovations dans ma salle de bain. Puis là, vous dites qu'il s'appelle Joseph Tremblay. Puis Joseph Tremblay, il n'est pas enregistré à Régie du bâtiment du Québec, au RBQ. Ben là, vous dites, écoute, là, il n'est pas enregistré RBQ, il est-tu vraiment apte à faire ma chambre de bain? Les registres, aujourd'hui, on est informatisé. Aujourd'hui, je répète, aujourd'hui, on est informatisé. Informatisez-vous. Allez valider, c'est qui? On entend parler souvent de gens qui vivent des fraudes avec des gens qui posent des airs climatisés. Bien, ils posent des airs climatisés, mais est-ce que vous avez été voir dans le registre des entreprises du Québec, c'était qui ça? Beaucoup de monde, on entend ça là, à l'émission La Facture, bien, les gens ont fait affaire avec eux autres, puis en fin de compte, ce n'est pas une vraie personne, j'ai fait un dépôt, j'ai perdu mon dépôt. Tout est informatisé aujourd'hui. Allez voir au registre des entreprises si l'entreprise est enregistrée. Comprenez? Sinon, le risque, c'est vous qui le prenez à 100 Vous n'avez pas l'adresse de la personne, vous avez juste le nom, vous mettez même une petite carte d'affaires qui est faite dans son imprimante. Donc, assurez-vous que vous êtes enregistré au registre d'entreprise du Québec. Ne suscitez pas un intérêt ou de crainte du client de faire affaire avec vous. Enregistrez-vous tout de suite. C'est fait, c'est fini. On ne pose plus de questions. Puis, c'est comme la régie du bâtiment. La personne en régie du bâtiment, vous êtes capable de voir la personne qui vient chez moi, Joseph, qui vient chez moi, OK, il est en régie du bâtiment, spécialisé salle de bain, plomberie ou peu importe. Mais là, vous voyez au moins l'information disant qu'il est enregistré officiellement. Donc, la même chose, air climatisé, spécialisé dans l'air climatisé, posez toutes questions, il est enregistré. S'il vous plaît, c'est informatisé aujourd'hui, informatisez-vous. Parce que le risque, ça devient à 100 pour vous. OK? Donc, signez-vous un contrat avec une personne non inscrite au RBQ? Oui, à moins d'avoir un contact. C'est pas de problème. Mais si vous faites affaire avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, puis qui n'a pas de licence RBQ, est-ce que vous allez lui signifier, OK, vous pouvez toucher à mon contrôle électrique ou ma boîte électrique? Vous savez, une boîte électrique, au niveau des assurances, ils vont vous demander, est-ce que la personne a eu ses cartes d'électricien? Donc, à ce moment-là, il doit avoir une licence RBQ. Faites juste attention avec ça. Permettez-vous d'aller chercher l'information dans les registres pour être sûr que vous faites affaire avec la bonne personne. Sinon, voyez-vous un petit dessin, c'est quoi qui peut vous arriver avec quelqu'un qui est spécialisé dans le tirage de joints? OK? Ou une personne spécialisée dans les escaliers. Là, vous pouvez descendre les escaliers si vous voulez, mais ça ne vous ramène à rien. OK? Donc, faites affaire avec les gens qui sont déjà enregistrés. C'est simple aujourd'hui. Donc, travailleur autonome, ce qu'il faut comprendre, travailleur autonome, c'est que vous restez une personne physique. Vous et votre entreprise êtes la même entité. Vous et votre entreprise êtes la même entité. Vous ne créez pas quelque chose d'autre. Vous êtes dans la même entité. Votre fin d'année financière reste le 31 décembre. Vous attendez au 31 décembre. Au 31 décembre, vous cumulez toutes vos dépenses et
vous faites votre rapport d'impôt. Donc, dans votre rapport d'impôt, tout doit contenir les informations de vous et de votre entreprise. Vous avez juste des annexes à compléter. Donc, quelques annexes que vous devez compléter à l'intérieur de votre déclaration. Donc, vous devez détenir un registre de déplacement d'automobile, les frais de restaurant, les déplacements et les dépenses en équipement, toutes les dépenses reliées à votre entreprise pour subvenir à des revenus. Donc, ce n'est que des annexes à votre rapport d'impôt personnel. Donc, vous jumelez votre entreprise individuelle à vous dans votre rapport d'impôt. Votre comptable va régler cette situation facilement. Ça couvre l'entreprise individuelle. Allons maintenant à un autre niveau. Moi, je dis, écoute, moi, je ne veux pas une entreprise individuelle. On est 2 personnes. Alors, à ce moment-là, je tombe à un autre niveau qui est une société par action ou une compagnie ou un Inc. INC. Okay? Donc, ce qu'on appelle une société par action. OK? Quand on parle de société par action, vous devez vous poser la première question. Est-ce que je vais demander une société par action provinciale ou fédérale? Donc, la première question, c'est de dire, mon étendue de mes activités vont se limiter à quel territoire? Si vous dites, moi, je vais prendre la charte fédérale, ben, c'est parce que probablement, ça va vous permettre d'œuvrer partout au Canada. Ah, j'ai des clients en Alberta, j'ai des clients en Ontario, j'ai des clients au Nouveau-Brunswick, aux États-Unis, un peu à travers le monde. Ah, ben là, vous êtes mieux avec une charte fédérale. Parce que déjà, vos opérations, vos activités vont vous permettre d'échanger à travers le monde ou à travers le Canada. Donc, déjà, une charte fédérale pourrait être une avenue intéressante. Donc, vous permet plus facilement d'exporter à travers les provinces canadiennes et à l'étranger. Donc, c'est plus facile quand vous passez aux douanes ou de faire affaire avec une entreprise en Ontario lorsque vous avez une charte fédérale. Vous pourriez faire affaire avec d'autres provinces si vous avez une charte provinciale. Donc, faire affaire avec les autres provinces et à l'étranger est possible, mais des frais supplémentaires sont possibles et les échanges plus ardus. Donc, vous pourriez dire, moi, pour le moment, je vais choisir une charte provinciale parce que je vais peut-être avoir juste 5 de mon chiffre d'affaires à l'étranger ou 5 de mon chiffre d'affaires avec l'Ontario. Quand ça arrive, vous allez avoir des frais supplémentaires au niveau de la perception des taxes. Donc, si vous faites affaire en Ontario, mais au niveau des taxes, il faut se renseigner au niveau des taxes. Si vous passez aux États-Unis, vous faites affaire avec une entreprise aux États-Unis ou au New Jersey, bien là, à ce moment-là, vous avez les douanes. Vous allez passer aux douanes. Quand la personne aux douanes va voir votre entreprise, va dire charte provinciale, oui, mais t'as-tu ci, t'as-tu ça. Voyez-vous, ça va faciliter les choses si vous avez une charte fédérale au niveau de l'exportation. Et votre siège social peut être partout au Canada. Vous démarrez votre entreprise ici, mais vous dites, moi, je veux m'en aller en Ontario. Ben, à ce moment-là, vous avez une charte fédérale qui est encore mieux. OK? Mais si vous dites, moi, mon entreprise va se limiter au Québec pour le moment. Peut-être dans 2, 3, 4, 5 ans, je vais commencer à faire 5 10 des ventes aux États-Unis. Je ferai dans 5, 6 ans le transfert d'entreprise provinciale à l'entreprise fédérale. Je n'ai pas de problème. Donc, à ce moment-là, vous pourriez changer votre structure. Donc, ici, vous devez comprendre que l'entité juridique, elle est distincte. OK? Donc, une société par action, c'est complètement à part de vous. OK? Il faut bien comprendre ce que je disais tantôt, votre rapport d'impôt entreprise individuelle, rapport d'impôt et vous êtes ensemble. Pour une entreprise Inc., vous partez une entité nouvelle, une structure complètement différente de vous. Vous allez avoir votre rapport d'impôt et vous allez avoir des états financiers à émettre à chaque année. Donc, l'entreprise, elle détient ses droits et ses obligations qui lui sont propres. Au Québec, les sociétés par action sont constituées notamment en vertu de la loi sur les sociétés par action. Bon. Donc, elle a une existence distincte de celle de ses actionnaires. Un actionnaire décède, l'entreprise continue.
tant et aussi longtemps qu'on ne met pas fin à l'entreprise. Elle possède ses biens et son nom propre. Donc, c'est son bien à elle. Faites attention, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se jouent. Ils disent, moi, je suis une entreprise Inc., je suis tout seul. Tu pourrais avoir une entreprise Inc. toute seule. Et puis, à ce moment-là, je vais retirer de l'argent dans le compte de mon entreprise Inc. Faites attention à ça, parce que c'est une entité à part. Et que si vous commencez à faire ça, vous allez avoir des problèmes avec la banque. Donc, faites attention, elle possède ses biens propres et sa structure propre. Donc, si vous enlevez de l'argent, il y a une écriture comptable que vous devez faire pour vous assurer que vous respectez les règles et les lois du gouvernement. Donc, elle a des droits et assume des obligations et des responsabilités à elle. Elle signe des contrats par l'entremise de ses administrateurs. Donc, l'entreprise, elle est distincte et les administrateurs signent les ententes. Elle peut intenter des poursuites et être poursuivie au même titre qu'une personne physique. Donc, l'entreprise pourra avoir une poursuite judiciaire. Donc, voyez-vous la distinction? Tout à l'heure, on a parlé de l'entreprise individuelle, rapport d'impôt conjoint. Entreprise Inc., première chose, fédérale ou provinciale. Et de comprendre que si vous démarrez une entreprise Inc., elle est séparée de vous. Elle est distincte de vous. Donc, elle a une autonomie que vous ne pouvez pas transgresser. Mettons, on arrive à une situation où j'ai une entreprise Inc. OK? Première question, vous devez vous poser, fédérale, provinciale. La seconde question, c'est de dire, est-ce que je choisis une entreprise ouverte ou fermée? Donc, une entreprise fermée, c'est-à-dire que les actionnaires, mettons, on est trois actionnaires, on est 100% actionnaires. C'est nous les trois qui est ensemble et qui décident de dire, OK, à qui on laisse l'administration, à qui on laisse l'administration de l'entreprise. Et on est seulement les trois qui décident qui va être administrateur, qui va gérer l'entreprise, et on fait ça entre nous. Si vous décidez d'une société ouverte, à ce moment-là, c'est différent. Il y a beaucoup d'actionnaires et les actionnaires sont inscrits en bourse. Donc, ça prend beaucoup d'exigences pour être en mesure de dire, je veux être inscrit en bourse, je veux que ce soit des actionnaires ouverts. Donc, à ce moment-là, vous êtes inscrit à la bourse. Voyez-vous, là, vous êtes dans une procédure là, excessivement longue pour être en mesure d'être ouvert à la bourse. Revenons sur les éléments essentiels. Je décide que ça ne soit pas fédéral. Société fermée, je ne suis pas à la bourse. Donc, c'est une entreprise Inc. fermée. La seconde chose que vous devez penser, c'est le choix de la date de fin d'année financière doit être déterminé la première année. Donc, vous allez avoir le choix pour la première année seulement de déterminer quelle est la date de fin d'année que je vais préconiser. Je pourrais démarrer au mois d'août ou septembre et décider qu'au 31 mars, c'est ma fin d'année. Donc, la première année financière, ça retrouverait à 6 mois, 7 mois, 8 mois, 10 mois. Et ma première année va terminer au 31 mars et toutes les autres années subséquentes, ça va être au 31 mars. Donc, à chaque fin d'année, à votre fin d'année, que vous décidez quelle date vous allez lui mettre, vous avez des obligations de déposer vos états financiers à ces dates. Donc, vous avez le choix entre trois types de documents, l'avis au lecteur, mission d'examen ou les vérifier. Nous allons voir dans la partie financière, les cours dans la partie financière, c'est quoi la différence entre ces trois-là. Mais ce qu'il faut comprendre par rapport à un travailleur autonome qui, sa date de fin d'année financière, c'est la date calendrier qui est le 31 décembre. Là, pour une société Inc., société par action Inc.,
la date est déterminée à la première année, à une date que vous voulez déterminer. Mais ça ne doit pas dépasser 12 mois. Donc, cette date-là, souvent, ce que vous faites, mettons, je m'enregistre au mois de juin, bien, je m'arrange pour que le mois de juin suivant, ça sera ma fin d'année. Vous pourriez faire ça de cette façon-là. Je m'enregistre au mois de septembre, puis je décide que ma fin d'année va être au mois de septembre l'année suivante. Ça, c'est plus simple. Mais c'est toujours 12 mois. Il faut comprendre aussi qu'en une entreprise Inc., dès que vous voulez être deux personnes associées, le choix d'entreprise individuelle n'est plus possible. Donc, vous dites, moi, là, on veut être deux, je veux vraiment m'associer avec cette personne-là. Donc, vous ne pouvez plus être en entreprise individuelle parce que c'est des rapports d'impôt distincts. Donc, vous pourriez dire, on est deux travailleurs autonomes de notre côté, on n'est pas associés, mais on fait affaire ensemble. C'est correct. Mais si vous voulez vraiment vous associer ensemble, l'incorporation peut se faire. Donc, elle peut être constituée même si vous êtes une personne seule. Lorsque je disais tantôt, si vous êtes seul, vous pouvez choisir avec une entreprise Inc. OK? Mais lorsque vous êtes deux, le choix d'entreprise individuelle n'est plus possible. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que je donnais un cours en management, un cours en marketing, si vous voulez, et je vais vous expliquer la loi et la réalité des choses. Donc, selon la loi, la responsabilité des actionnaires est limitée à leur mise de fonds. Ça, c'est ce que vous allez lire dans les documents légaux que vous allez lire au niveau de la Constitution. Donc, il y a plusieurs personnes qui disent, dans mes cours, que si l'entreprise Inc. fait faillite, elle ne fera pas faillite personnelle car leur responsabilité est limitée à leur mise de fonds. Je vais vous dire, oubliez ça. Oubliez ça. OK? Donc, faites attention, si vous contractez des prêts, OK, vous allez arriver à la banque, on va vous demander des garanties. Faites attention. Théoriquement, c'est vrai, mais pratiquement, c'est pratiquement pas vrai. OK? Donc, logiquement, au niveau de la loi, c'est vrai. Mais au niveau de la logique, là, même si la loi vous indique cette règle, les banquiers ne sont pas des imbéciles. Si vous contractez un prêt de 50 000 à la banque, puis vous êtes une entreprise Inc., la banque va vous demander tout de suite, je veux une signature personnelle. Je veux une garantie personnelle sur ce prêt-là. Ils vont vous demander. Donc, pensez pas que c'est la raison ultime de votre choix d'une entreprise Inc. C'est que si vous prenez des mauvaises décisions par rapport à votre entreprise Inc., vous n'allez pas faire faillite. Là. Oubliez ça. Là. Oubliez ça tout de suite, tout de suite. OK? Donc, quand vous êtes au démarrage, 99,9% du temps, les banquiers vont vous demander de signer personnel. OK? Donc, même si vous êtes entreprise Inc. avec sa structure à elle, la banque va vous marier avec vous. Elle va s'arranger pour que le prêt soit garanti par vous. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est que quand vous avez le contrat de garantie, puis vous contractez un prêt de 50 000, puis vous avez une maison de 400 000 avec juste 100 000 de prêt hypothécaire, donc vous avez 300 000 de lousse, faites attention parce que les banques vont dire OK, on met à garantie la maison pour 50 000. Assurez-vous que vous allez avoir dans l'entente 50 000, une garantie jusqu'à 50 000. Pas une garantie sur la maison au complet. OK? Ça aussi, il faut faire attention. Donc, l'autre élément, c'est que souvent, quand vous avez une entreprise, mettons, vous avez une institution financière qui a le prêt hypothécaire de 100 000 sur la valeur de 400 000, souvent, ils vont vous exiger que ce soit avec eux que vous signez. Donc, ça ne vous laisse pas beaucoup de choix sur le choix d'une institution financière parce que s'ils prennent en garantie la maison, puis votre prêt hypothécaire est dans une autre institution financière, ils vont vous demander, non, ça me prend une deuxième signature, tu n'as pas le droit, je t'exige que ça soit dans mon institution financière. Donc, voyez-vous, l'élément d'obligation ou votre limite d'argent seulement à votre mise de fonds, légalement, oui, mais c'est théorique à 100%. Là. OK? Donc, il ne faut pas prendre les banquiers comme des gens pas trop vite. Là. Ils vont vous lier tout de suite
à ça. Ils vont vous demander même des assurances reliées à ça, etc., etc., etc. Donc, ne pensez pas que c'est limité seulement à votre mise de fonds et ne pensez pas que vous faites ça juste pour dire que c'est séparé. Il n'y a aucune institution financière qui va vous laisser aller que de cette façon-là. Donc, même si la loi vous indique cette règle, les banquiers ne sont pas des imbéciles. Les banquiers vont vous demander des garanties personnelles, les emprunts de la compagnie, donc des cautions personnelles. Ils vont vous attacher. Voyez-vous, j'ai mis 2 dessins. Ils vont vous attacher pas à peu près. Là. OK? C'est pour ça que dans le plan d'affaires, vous devez mettre dans l'annexe votre bilan personnel. Parce que souvent, le banquier va dire, OK, le bilan personnel, la personne est propriétaire d'une maison, il y a une voiture, etc. On va être en mesure de prêter à ce client-là. Et on va vous demander même votre code de crédit puis votre dossier de crédit pour voir quelle crédibilité vous avez à transiger des actions d'entreprise. OK? Donc, une entreprise Inc., c'est quoi l'avantage? Okay? L'entreprise Inc., c'est le taux d'imposition le plus avantageux que celui de l'entreprise individuelle. Donc, un avantage certain, c'est qu'au niveau de l'imposition, c'est un peu plus facile. OK? Ou c'est différent, c'est moins avantageux, c'est que c'est plus coûteux. Donc, vous avez des frais d'incorporation de 343 $ pour la déclaration initiale et on l'a vu tantôt, plus de 90 $ annuels. L'autre, c'est le dépôt des états financiers, que je vous disais tout à l'heure. Le dépôt financier, avis au lecteur, mission d'examen vérifiée. En bas de 1500, là, vous allez être très, 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 très chanceux. Donc, c'est 1500 à 5000, 10 000, peu importe les états financiers. Donc, vous devez à chaque année déposer des états financiers. Alors, à ce moment-là, ça va vous coûter plus cher. Donc, plusieurs formalités à sa mise en place, on va le voir dans quelques instants. C'est quoi les formalités au niveau de sa mise en place? Beaucoup plus qu'une entreprise individuelle. Donc, le fonctionnement est plus complexe et régi par plusieurs lois et règlements. Il y en a beaucoup de lois régissant les entreprises incorporées. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle a sa propre entité légale. Donc, elle est la création d'une personne morale. Ce qu'on appelle l'entreprise Inc., c'est la création d'une personne morale. OK? Il faut immédiatement mettre de côté la croyance de se croire propriétaire des biens de la société par action. Donc, vous n'êtes pas propriétaire des biens de la société par action. Ça fait bizarre, mais il faut comprendre que des fois, j'ai vu des entrepreneurs, je dis bien en guillemets, pratiquement voler leur propre entreprise, mais pas s'en rendre compte. Mais pour le banquier, il est en train de dire, hey, il sort de l'argent de la compagnie. Ça fait des années qu'il sort de l'argent de la compagnie. La compagnie ne fait pas d'argent. Donc, le banquier va vous dire non parce que vous sortez constamment de l'argent de la compagnie. Mais pour faire quoi? Là, ils vont vous demander votre bilan personnel, puis ils vont vous demander de signer personnel. Donc, c'est deux choses complètement distinctes. Il faut le faire correctement. On peut leur sortir de l'argent, mais il faut le faire correctement sous forme de dividendes, sous forme de prélèvement. On va voir ça plus dans la partie financière. Les biens et les revenus lui appartiennent et les actionnaires ne sont pas propriétaires des actions qu'ils détiennent. Ne sont que propriétaires des actions qu'ils détiennent. Excusez, très important, les actionnaires ne sont que propriétaires des actions qu'ils détiennent. Donc, quand vous allez vous enregistrer au registre des entreprises, vous avez 60 jours après sa constitution, la société doit déposer auprès du registre des entreprises du Québec une déclaration initiale qui complète l'immatriculation de la société au registre des entreprises. Voyez-vous, les obligations, il y en a un peu plus. Donc, il faut déposer votre déclaration initiale 60 jours après. D'autres obligations? Vous avez le livre des minutes. Okay. Le livre des minutes, c'est quoi? La loi exige qu'une société ait un livre des minutes qui contient les statuts, les règlements, les procès-verbaux des assemblées ainsi qu'une résolution des actionnaires. OK? Il est également prévu que la société tienne un registre comprenant l'adresse et le nom de tous les actionnaires, de tous les administrateurs de la société et la date d'entrée de leur sortie de société. J'explique souvent dans mes cours que le livre des minutes, c'est comme
le compte-rendu de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, quand vous avez votre déclaration initiale à l'intérieur, vous décidez, à telle date, nous avons décidé de déclaration initiale. Voici les politiques qu'on a décidées. Donc, tout ce qui s'appelle les politiques, les règlements, les ententes, vous avez comme un procès-verbal sur tout ce que vous avez fait à l'intérieur de votre livre des minutes. Donc, c'est comme un compte-rendu de toutes vos décisions de gestion et d'administrateur que vous prenez, qui est à l'intérieur du livre des minutes. OK? Ceux qui ont siégé sur les conseils d'administration comprennent très bien ce que c'est, parce que quand vous siégez sur des conseils d'administration privés ou l'organisme à but non lucratif, vous avez toujours les comptes rendus des réunions. Qu'est-ce qui a été décidé? Quelle loi? On a-tu modifié telle chose? C'est évidemment comme un livre des minutes. C'est souvent ce que je donne comme image pour le livre des minutes. C'est possible. Dans le cadre d'un financement, le banquier ou les investisseurs potentiels risquent de demander d'avoir accès au livre des minutes. C'est possible. Moi, je ne l'ai jamais vu, mais c'est possible. Donc, c'est important d'avoir votre livre des minutes à portée de main, ne serait-ce que pour décider des règlements au niveau de la perception des comptes, les taux de facturation, la façon qu'on va faire les contrats, qui va faire les contrats, votre association, comment ça va se faire. Donc, tout ce que vous décidez dans vos réunions de gestion sont inscrits dans votre livre des minutes. Une autre obligation pour les entreprises Inc., c'est d'avoir une convention d'actionnaire. Là, la convention d'actionnaire, je pourrais vous donner un cours beaucoup plus long sur c'est quoi les conventions d'actionnaire, mais je vous fais ça bref. La convention d'actionnaire est un contrat écrit conclu entre les actionnaires d'une entreprise et qui régit les droits, pouvoirs et obligations des actionnaires entre eux et à l'égard de l'entreprise concernée. Elle permet de clarifier certains aspects qui pourraient s'avérer source de discorde au sein de l'entreprise. Donc, par exemple, il serait possible de prévoir l'élection des administrateurs, qui va gérer l'entreprise, un droit de regard et d'approbation des actionnaires sous certaines résolutions, à qui les actionnaires peuvent vendre leurs actions et à quelles conditions. Donc, la convention d'actionnaire, c'est quand même un document qui est assez volumineux sur tout ce qui doit être administrateur, les droits, les obligations, un envers l'autre. Alors, à ce moment-ci, je vais vous dire, tout à l'heure, on a parlé de le coût pour l'incorporation. Si vous faites affaire avec un notaire ou un avocat, puis je vous recommande le notaire ou l'avocat, ça s'arrête là. Quand vous faites affaire avec ces deux personnes ou ces deux instances ou ces deux professionnels-là, une ou l'autre, ils ont évidemment des droits et des obligations envers leur profession, de bien faire leur travail. Donc, vous allez avoir une convention d'actionnaire qui va être bien faite par un ou l'autre des parties, mais pour vous, à votre bénéfice. Quand vous faites affaire avec ces deux institutions-là, ils vont vous facturer pour ça. Donc, c'est pour ça que des fois, les gens disent, écoute, moi, ça va me coûter 2 000 pour tout faire ensemble. C'est tout à fait louable. Vous avez le 343 pour l'enregistrement au registre des entreprises. Il va vous donner un coup de main pour le livre des minutes, vous partez, vos déclarations initiales vont être dedans, les dates vont être dedans, tout va être dedans, plus la convention d'actionnaire. C'est tout à fait correct. Des conventions d'actionnaire à 2 000 vous faites une affaire. Ça peut coûter 5 000, 6 000, 7 000, tout dépendant de la complexité et du nombre d'actionnaires. Mais dites-vous que quand vous vous incorporez, puis vous passez par un ordre professionnel, il y a le devoir de vous faire ça adéquatement. Donc, attendez-vous à avoir des factures en conséquence. Mais ils ont un droit et devoir par rapport au fait des bons documents. Donc, passez par ces deux ordres professionnels-là et en principe, vous devriez être en bonne compagnie. OK? J'ai fait un petit peu un jeu de mots, mais c'est ça, vous devriez être en bonne compagnie. Donc, dites-vous que passer par eux, ça vous permet de regarder vraiment à qui vous allez donner les droits en tant qu'administrateur et aussi à qui vous allez donner le pouvoir s'il y en a un des deux qui décède. Mettons que vous êtes 3, puis il y en a un qui décède ou il se blesse sur une pente de ski, puis il passe 6 mois sur le lit d'hôpital parce qu'il s'est fait casser les jambes en ski. Mais dites-vous que cette personne-là, pendant 6 mois qu'il est à l'hôpital, il ne rentre pas les fonds. Donc, qu'est-ce que vous allez décider par rapport à un actionnaire
qui n'a pas été là pendant 6 mois, puis vous avez doublé, triplé le chiffre d'affaires pendant ces 6 mois-là. Donc, la convention d'actionnaire va stipuler qu'est-ce qu'on doit faire avec ça, avec des résolutions à l'intérieur. Si, par malheur, il y a un de vos actionnaires qui décède, qu'est-ce qui arrive? Si un des actionnaires décède puis vous n'aimez pas sa femme, puis il est marié, puis en plus, oh mon Dieu, je vais faire affaire avec sa femme, j'aimerais pas ça. Puis en plus, la belle-mère, ben là, vous dites, écoute, ça ne sera pas drôle. Donc, la convention d'actionnaire va légiférer là-dessus en disant, quand tu vas vouloir vendre à ta femme, mais c'est nous qui allons vendre en premier la part, avant celle de ta femme. Voyez-vous, là, la convention d'actionnaire, c'est comme un contrat de mariage. Donc, ça vous prend des clauses, un ensemble de clauses pour vous protéger mutuellement en cas de problème. Donc, les actionnaires d'une entreprise peuvent alors fixer, grâce à ce document, le fonctionnement de la structure de l'entreprise, la nature des relations qu'ils auront entre eux et vis-à-vis de l'entreprise. Donc, au cours de l'évolution de l'entreprise, au fil des divers événements qui viennent en changer la forme et la gestion, la convention d'actionnaire pourrait être révisée périodiquement pour rester à jour et évoluer au rythme de l'entreprise qu'elle concerne. Ça m'est arrivé souvent, lorsque chez les comités de financement, qu'on dit « j'ai besoin d'avoir la convention d'actionnaire pour accepter l'aide financière ». Donc, assurez-vous que votre convention d'actionnaire, elle est bien montée. Donc, le but de la convention, donc, c'est assurer le maintien de la détention proportionnelle des actions entre les actionnaires. Donc, actions votantes, non votantes, catégorie A, catégorie B, catégorie C. Ça, c'est à l'intérieur de la convention d'actionnaire. Conserver le caractère privé fermé de la compagnie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce que c'est une entreprise ouverte ou fermée? Donc, si l'entreprise est fermée, on est les 3 actionnaires, on reste fermé. Mais à un moment donné, s'il y en a un qui dit « moi, je veux dire l'entreprise ouverte », mais là, la chicane va pogner parce que moi, je vais être ouverte en bourse. Ce n'est pas une simple décision, là. Donc, la convention d'actionnaire va parler de ça. Déterminer la nature et l'étendue des participations des actionnaires dans l'administration. Qui va être actionnaire? Qui va être administrateur? Et les administrateurs, c'est eux qui vont aller à la banque pour signer les chèques. À combien qui signent les chèques? Ou à combien on signe un prêt? Vous avez un des actionnaires, vous êtes 3, les actionnaires s'en vont à la banque, ils disent moi, je vais contracter un prêt de 100 000. Puis, by the way, je vais mettre 50 000 dans l'entreprise, je vais mettre 50 000 dans ma maison. Donc, ils signent. Avec une convention d'actionnaire, on va dire hey, un petit peu, là. C'est une convention d'actionnaire, tu n'es pas supposé de signer tout seul, là. Au-delà de 5 000, tu n'as pas le droit de signer. Fait que la banque va vous demander donne-moi ta convention d'actionnaire avant de signer. Ça va être marqué ton pouvoir se limite à 5 000. Tu ne peux pas contracter un prêt de 100 000, là. Ouais, voyez-vous, ce sont des éléments juridiques qui vous protègent. OK? Ça couvre l'entreprise incorporée. Donc, on a parlé d'entreprise individuelle. Donc, on a parlé d'entreprise individuelle. 31 décembre. Vous êtes la même entité. On a parlé d'entreprise Inc., entité distincte. Vous avez individuellement vos rapports d'impôt. Et vous avez, de l'autre côté, une date de fin d'année qui va devenir votre date que vous mettez tous vos états financiers à chaque année. OK? Donc, ça couvre 2 structures juridiques. L'autre structure, d'autres formes juridiques. Société en nom collectif, SENC. Donc, société en nom collectif, vous voyez les coûts, c'est 54 $ pour une société de personnes, société en nom collectif. OK? Faites attention à des sociétés en nom collectif. Ça m'est arrivé d'avoir des étudiants qui étaient une entreprise manufacturière, qui fabriquaient des vêtements. Ils sont allés voir une autre personne qu'un avocat et un notaire. Puis l'autre personne dit, mais moi, je t'ai enregistré une société en nom collectif, puis tu fabriques des vêtements. Donc, pourquoi? Parce que ça coûte moins cher. Ne faites pas ça. Vous n'êtes pas dans la bonne juridiction. Vous n'êtes pas dans la bonne forme juridique. Vous êtes une entreprise de fabrication.
Choisissez une entreprise Inc. OK? Une société en nom collectif est un regroupement de personnes appelées associées qui convient dans un esprit de collaboration d'exercer une activité commune. Regardez bien. Les associés d'une société en nom collectif ont pour but d'exploiter une entreprise, d'y contribuer par la mise en commun de biens, de connaissances ou d'activités et de partager entre eux les bénéfices pécuniaires et les pertes qui en résultent. Regardez bien ça. Une société en nom collectif, très important, je l'ai écrit en rouge. Les associés sont solidairement responsables de certaines dettes et obligations de l'entreprise, indépendamment de la part respective de chacun dans la société. Donc, vous êtes responsable de l'entièreté de la dette et des obligations. Donc, vous prenez un énorme risque de vous associer à l'intérieur d'une société en nom collectif. C'est pour ça que vous pourriez avoir un contrat d'associé fait par un avocat ou un notaire disant qu'on choisit une société en nom collectif et on a un contrat d'associé qui est comme une convention d'actionnaire et on se fait un contrat d'associé avec des obligations et des éléments similaires pour se protéger. Là, je le dis, mais c'est très important. Il peut s'agir, par exemple, de bureaux professionnels d'avocats, notaires, dentistes. Donc, on appelle les entreprises de profession libérale. Donc, la société en nom collectif couvre surtout les entreprises de profession libérale, qui est d'avocats, notaires, dentistes, ou comme mon entreprise à moi, qui est une société en nom collectif, on est des professionnels en consultation. Donc, à l'intérieur de la société en nom collectif, on a des travailleurs autonomes en dessous. Donc, je pourrais avoir ma société en nom collectif, Groupe Conseil Larouche Associés, et avoir des travailleurs autonomes que je fais travailler pour mon entreprise, société en nom collectif. Tout à fait correct. Mais voyez-vous, c'est une profession libérale. Contrairement à ce que l'exemple que je vous donnais au début, bien, une entreprise manufacturière, je fais des vêtements, je les distribue, etc. Pourquoi je choisis une entreprise en nom collectif? Okay. Est-ce que j'ai pris la bonne forme juridique? Allez donc voir un avocat ou un notaire qui va vous accompagner dans cette structure-là pour être en mesure de savoir est-ce que j'ai la bonne forme juridique. Même moi, je ne fais pas ça. Je donne un cours là-dessus, je vous donne de l'information là-dessus, il reste que ce que je suis en train de vous donner, ce n'est pas un conseil juridique. Donc, allez voir des experts qui, dans leur ordre professionnel, disent qu'ils donnent ce service. Donc, la société en nom collectif a un siège établi principalement, un nom qui lui est propre et elle peut agir en justice, c'est-à-dire qu'elle peut poursuivre quelqu'un et être poursuivie. Voyez-vous, elle a quand même une entité commune. Souvent, on voit ça pour les dentistes. Exemple, je suis un bureau de dentiste, on est 5-6 professionnels. On veut que notre nom commercial soit bien vu. On veut une bannière à l'extérieur en marquant service de dentiste spécialisé Saint-Jérôme, Mathieu Saint-Jérôme, Mathieu Saint-Jean à Saint-Jérôme. Vous dites, mais moi, je mets ça de l'avant. On décide de mettre chacun dans les 5 dentistes, de mettre de l'argent à l'intérieur d'une structure qui dit, on va faire le site web, on va louer l'espace, etc. On met de l'argent en commun à l'intérieur de la société en nom collectif. On a un contrat d'associé qui nous limite dans nos pouvoirs et dans nos obligations. Et à ce moment-là, on fait tout ça en commun. Et à l'intérieur de ça, moi, quand j'ai un patient dans mon bureau, ben, c'est à moi l'argent. Mais il y a une partie de l'argent que je mets dans la société en nom collectif. Voyez-vous, au niveau de la profession libérale, c'est plus facile à comprendre dans quel type d'entreprise que c'est bon. Bureau d'avocat, bureau de dentiste, on met tout en commun des éléments de commercialisation, mais chacun fait ses sous en fonction de ses propres dossiers. Une autre structure, société en commandite. Donc, une société en commandite est constituée d'un ou de plusieurs commandités et d'un ou de plusieurs commanditaires qui sont tenus de fournir un apport au fonds commun de la société. Société en commandite
Les commandités fournissent surtout leur travail, leur expérience, leurs compétences. Donc, vous avez une structure, je trouve, à deux paliers, je le mets en mes mots. Vous avez le commanditaire et le commandité. Le commanditaire donne un apport à l'intérieur de la société. Donc, l'apport de capital de la société en commandite revient au commanditaire. Donc, le commanditaire donne de l'argent dans une structure qui est gérée par des commandités. Donc, le commanditaire fournit argent ou bien de la société et leur responsabilité à l'égard de la dette de la société se limite à leur apport dans cette dernière. Donc, je commandite une activité, puis le commandité, lui, il doit gérer en bon père de famille pour être en mesure d'avoir une structure qui va vivre, okay? Qui va perpétuer dans l'avenir. Donc, la société en commandite a un siège établi principalement à un nom qui lui est propre et elle peut agir en justice, c'est-à-dire qu'elle peut poursuivre quelqu'un et être poursuivie. Je vais vous donner une image très rapide. Le Festival international de jazz de Montréal. Donc, vous voyez, mettons, commanditaires et partenaires. Vous avez Rio Tinto, Toronto Dominion, j'avais l'Auto-Québec, etc. Voyez-vous, ces deux structures, le commanditaire, il est seulement sa responsabilité au niveau de sa mise de fonds, son argent qu'il peut gagner ou perdre, tout dépendant des revenus qui vont être récurrents. Mais des fois, on sait qu'on va les perdre. On investit pour avoir une visibilité. Donc, exemple, au Festival de jazz, il y a une scène qui est marquée la scène L'Auto-Québec. Donc, c'est quoi? Le commanditaire dépense de l'argent pour le Festival international de jazz et en contrepartie, on a une vitrine importante, une estrade pour un spectacle avec notre nom qui apparaît en gros. Okay? Donc, voyez-vous, c'est commanditaire, commandité. Un autre, je mets l'Auto-Québec. Voyez-vous, l'Auto-Québec, sur le site de l'Auto-Québec, je vous ai mis une page de l'Auto-Québec et on voit Igloo Fest. On voit plusieurs activités Carnaval de Québec. Donc, l'Auto-Québec finance, en titre de commanditaire, le Carnaval de Québec. Donc, c'est une société en commandite. OK? Donc, ça vous donne un petit peu l'aperçu d'une société en commandite, mais je ne veux pas aller trop loin sous cette explication-là. Vous avez la personne morale sans but lucratif. Okay? Une personne morale sans but lucratif, un regroupement de personnes qui exercent des activités sans but lucratif dans le domaine culturel. Souvent dans le domaine culturel, social, philanthropique, patriotique, religieux, charitable, scientifique, artistique, professionnel, athlétique, sportif, okay? Éducatif ou autre. Donc, l'objectif est de se regrouper en tant que personne morale sans but lucratif pour donner différents services. Donc, vous pourriez être à même d'un organisme à but non lucratif sur un conseil d'entreprise à but non lucratif parce qu'elle a une vocation sociale. Okay? Quand vous démarrez une personne morale sans but lucratif, elle a les caractéristiques qui ressemblent à l'entreprise Inc. Je vous énumère. Elle a une existence distincte de celle de ses membres, comme tantôt. Elle a son propre nom, un domicile et des biens, comme tout à l'heure. Elle a des droits et assume des obligations et des responsabilités. Elle signe des contrats par l'entremise de ses administrateurs. Elle peut intenter des poursuites et poursuivies au même titre qu'une personne physique et elle n'a pas de capital d'action de ses membres, n'encourt aucune responsabilité dans le cadre de celle-ci. Voyez-vous, elle est distincte, OK, comme une entreprise Inc., mais la différence, il n'y a pas de capital d'action. Donc, les membres qui font partie du conseil d'administration, il y a des règles qui légifèrent par rapport à ça. Donc, c'est juste qu'il n'y a pas de capital d'action. Vous l'avez avec les centres de petite enfance. Je vous ai donné un exemple des centres de petite enfance. Donc, un centre de petite enfance, c'est une personne morale sans but lucratif. Et elle pourrait aussi être coopérative qui fournit des services de garde dans un ou plusieurs installations. Les services de garde offerts par un CPE sont subventionnés et ceux-ci offrent donc des places à contribution réduite. L'exemple qui est un CPE, que tout le monde connaît, c'est beaucoup l'exemple que je donne à la plupart de mes cours. Donc, c'est un centre de petite enfance. Le but, ce n'est pas faire de l'argent, mais c'est donner des services à la petite enfance
etc. Et on reçoit des subventions gouvernementaux pour compenser le fait que ce n'est pas pécunier. Donc, un centre de petite enfance est un bon exemple d'entreprise morale sans but lucratif. Vous avez, grosso modo, je vous les énumère les autres. C'était syndicat de copropriété. Pour ceux qui ont des condos, ils savent exactement de quoi je parle. Donc, un syndicat de copropriété, vous avez un condo, vous avez une bâtisse avec 7, 8, 9, 10 condos. Vous avez un syndicat de copropriété. Les associations, vous avez l'Association des CPE du Québec, j'en parlais tantôt, qui est un CPA, Centre de petite enfance, qui est un organisme à but non lucratif. Mais à l'intérieur de ça, vous pourriez avoir une association au niveau du Québec qui regroupe les centres de petite enfance. L'autre exemple, c'est l'Association des MBA du Québec. Donc, c'est une association de gens qui ont les mêmes intérêts. Vous avez des regroupements de personnes, vous avez le regroupement des associations de personnes handicapées du Richelieu-Yamaska. Donc, c'est un regroupement d'associations, d'un regroupement de personnes qui recherchent les mêmes intérêts. Vous avez des coopératives. Coopératives, ça, c'est intéressant. Vous avez Desjardins, qui est un système coopératif, et la Coop fédérée du Québec, qui est aussi une coopérative. Donc, coopérative, c'est une structure vraiment intéressante. Si vous pouvez vous en aller dans cette optique-là, ça peut être quelque chose qui est regardé, mais je pourrais vous donner 2 heures et demie de cours juste vous parler des coopératives. Vous avez aussi les fiducies exploitant une entreprise à caractère commercial. Donc, sont des fiducies. Je ne veux pas m'en aller dans cette direction-là. Je risque de m'allonger dans le processus. Ce que je vous donne comme cours, c'est surtout les entreprises standards, entreprises individuelles, incorporées, sans but lucratif, sociétés en non collectif. C'est important pour que vous puissiez comprendre ces éléments-là. Et si vous voulez avoir un complément d'informations plus en détail, bien, allez voir un spécialiste qui est une entreprise, un avocat ou un notaire. Donc, je reviens au début. Avant de faire le choix de la forme juridique, validez la possibilité d'avoir seulement un numéro d'entreprise qui ne vous complique pas la vie, 23 43-26 12 Inc. Puis vous choisissez dans Autre nom le nom que vous voulez. Donc, l'ajout d'un nom dans la sélection des autres noms est possible. Donc, dans Autre nom, vous pourriez décider de mettre de l'avant un nom dans Autre nom pour vous faire connaître. Simplifiez la structure en ayant la possibilité de grandir sur la même constitution. Donc, assurez-vous que vous ne vous limitez pas, mais que votre nom pourrait progresser et être connu à travers le Québec. Ça conclut, là, je reviens en arrière, ça conclut mon petit aperçu sur l'entreprise, les aspects juridiques d'une entreprise, et que j'ai parlé des principaux trucs de forme juridique. Ça couvre l'ensemble. Là, à ce moment-ci, je devrais faire la conclusion. Mais très, 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 très souvent, on me pose la question sur le 30 000. OK? Je vais vous exposer les éléments qui parlent de votre 30 000 de revenus. OK? Fait que les gens me disent, oui, 30 000 de revenus, tu m'incorpores-tu ou je ne m'incorpore pas? Écoutez bien. Ce fameux 30 000, OK, ça concerne le ministère du Revenu du Québec et les taxes. Il n'y a pas de lien entre le cours que je viens de vous donner et ce 30 000-là. Il n'y a pas de lien entre le registre des entreprises du Québec et l'inscription aux taxes. Pas de lien. OK? Donc, enlevez-vous ça de la tête. C'est deux choses complètement distinctes. Mais évidemment, ça me tente de vous donner un petit peu plus d'informations. Plus précisément, vous devez vous inscrire au fichier de la TPS et de la TVQ et percevoir ces taxes si vous êtes dans l'une des situations suivantes. Donc, je vous donne un petit cours
de taxation différentes de l'aspect juridique. Je conclue là-dessus. Le total de vos fournitures taxables effectuées à l'échelle mondiale, ainsi que celle de vos associés, excède 30 000 au cours d'un trimestre civil, donné ou par l'ensemble des 4 trimestres civils qui le précèdent. Je vais vous l'expliquer, ce que je viens de dire. Moi, j'ai pris ça textuellement dans le site du ministère du Revenu. Je vais vous le traduire. Ce que ça veut dire, le 30 000, c'est que c'est 30 000 sur 4 trimestres consécutifs. Donc, ça n'a pas rapport avec le 31 décembre, ça a rapport avec 4 trimestres qui vous permet de dépasser le 30 000. Donc, si vous êtes au mois de septembre, vous commencez à faire des revenus, puis que là, vous arrivez au mois de juin l'année prochaine, 2021, puis vous dites, je suis rendu à 29 999, bien, vous êtes mieux de vous enregistrer au registre du ministère du Revenu du Québec sur la taxation. Parce que vous êtes rendu à 29 999. Moi, je vais vous dire, n'attendez pas avant de vous enregistrer. Je vous donne des conseils en management. Pourquoi attendre alors que vous pourriez avoir des remboursements? N'attendez pas. Premier conseil, je vous dis, enregistrez-vous le plus rapidement possible aux taxes. Donc, si vous vous enregistrez aux taxes, ça va vous permettre au début d'être remboursé. Je m'explique. Vous achetez un ordinateur, vous achetez une caméra, vous achetez une imprimante, vous êtes dans votre première année, vous achetez, vous allez sur votre site web, vous commencez à investir dans vos dépenses au niveau des réseaux sociaux et vous payez des taxes. Et des frais de transport, vous avez votre essence, puis vous avez payé des taxes. Si vous ne vous enregistrez pas aux taxes, bien, les taxes que vous avez payées pour tout ce que je viens de vous dire, vous venez de faire un beau cadeau au gouvernement. Si vous êtes enregistré aux taxes, puis vous êtes dans votre première année, vous êtes un travailleur autonome, entreprise individuelle, puis que vous vous enregistrez aux taxes au mois de septembre, puis qu'au mois de septembre, vous dites, moi, j'ai payé un imprimante, j'ai payé des choses, puis j'ai eu pas mal d'argent dépensé en taxes, mais vous allez recevoir un chèque en fin d'année. Parce que votre situation personnelle, intégrée à votre entreprise individuelle au 31 décembre, fait que quand vous allez faire votre rapport d'impôt, vous allez avoir un remboursement TPS-TVQ, 100 $, 200 $, 300 $ entre l'écart de ce que vous avez payé et ce que vous avez facturé à votre client, parce que vous devez facturer les taxes à votre client. Donc, n'attendez pas, s'il vous plaît, allez chercher cet argent-là qui pourrait vous être donné dès les premières années. OK? Donc, moi, ce que je dis souvent, puis des fois, vos comptables vous disent, mais attendons, fais 30 000. OK, si tu penses faire 10 000 la première année, 10 000, 12 000 la deuxième année, 15 000 la troisième année, 20 000 la quatrième année, tu peux attendre. Attends. Mais est-ce que tes dépenses en taxes sont plus hautes que ce que tu as facturé? Donc, tu continues à faire des cadeaux au gouvernement? C'est le fun, toi, tu fais des cadeaux au gouvernement. OK? Donc, quand les gens me posent la question du 30 000, je leur dis, enregistre-toi donc tout de suite. C'est comme, vous savez, j'ai marqué, vous le voyez devant vos yeux, là, depuis 2008, les pneus d'hiver étaient obligatoires à partir du 15 décembre seulement. Est-ce que je vais changer mes pneus le 14 décembre parce que la loi vous dit que vous devez changer vos pneus le 15 décembre? Donc, c'est ça que je vous dis. Donc, attendez pas du 29 999 $ pour vous enregistrer au registre. Vous n'avez rien à gagner. Mais vous avez tout à gagner de vous enregistrer d'avance. Parce que vous allez être remboursé pour les dépenses de taxes que vous avez faites lorsque vous débutez votre entreprise. Vous allez avoir, dans les semaines suivantes, vous allez avoir un employé du ministère du Revenu du Québec qui va venir vous présenter, qui va donner un cours de 3 heures sur les taxations. Vous allez voir, c'est ce que je suis en train de vous dire.
c'est la même chose qu'il vous dit, qu'il va vous dire pendant le cours. Donc, enregistrez-vous aux taxes dès le début, car vous avez plus de chances de recevoir des remboursements. Donc, ce petit quiz vidéo, c'est une initiative au niveau des démarches gagnantes d'un projet d'affaires. Et par conséquent, elle n'est pas complète et ne peut s'appliquer à tous les projets. Donc, ce que je suis en train de vous dire, là, ce n'est pas une formation juridique au complet. Là. OK? C'est vraiment un résumé, puis ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde. Il reste que faire affaire avec un professionnel, quelqu'un, un avocat ou un notaire, pour aller plus loin dans une démarche du cours que je viens de vous dire, que je vous recommande. Moi, je donne une formation de base qui vous explique les règles entourant votre inscription et je vous ai fait part d'un élément marketing et managérial qui vous dit regardez sur le web qu'est-ce qui sort le plus pour être en mesure de vous distinguer par rapport à un concurrent et de faire un choix adéquat de votre nom d'entreprise. Donc, ce n'est pas une formation complète et ce n'est pas une formation juridique. OK? Alors, on se laisse là-dessus. Donc, je vous laisse quelques secondes à lire la petite annonce qui est là. Donc, le port du masque est obligatoire dans les lieux publics clos. Et là, vous voyez notre petit bandit qui dit « Ça me fait drôle de respecter la loi ». Donc, voyez-vous, je vous ai présenté des règles de loi. Je vous le dis, des respecter. OK? Et sauf que je vous dis de performer, d'ajouter un élément marketing où vous pouvez jumeler les règles légales, les respecter, mais d'en tirer profit d'une certaine façon pour être en mesure d'avoir un bon positionnement commercial. Alors, sur ça, je vous laisse et puis je vous souhaite une bonne inscription au registre des entreprises du Québec. Merci.